Le Phèdre de Platon, suite. Socrate. C'est vrai. Aussi faut-il mettre sans dessus-dessous tous les traités pour voir si nous ne découvrirons pas une route plus facile et plus courte qui nous mène à l'art. Ce serait sottise de nous engager dans les détours d'une route longue et âpre quand nous pouvons en prendre une courte et unie. Mais si tu peux trouver de quoi nous aider dans les leçons que tu as entendu faire à Lysias ou à quelque autre, essaie de t'en souvenir et de me le rapporter. Phèdre. Essayer, je le puis, mais y réussir instantanément, c'est autre chose. Socrate. Veux-tu que je te rapporte, moi, certains discours que j'ai entendu tenir à des gens versés dans ces matières ? Certainement. On dit, Phèdre, qu'il est juste de plaider même la cause du loup. Eh bien, fais-le toi aussi. Ils disent donc qu'il ne faut pas attacher tant d'importance à notre méthode, ni remonter si haut par tant de détours, car il est bien certain, comme nous l'avons dit au début de cet entretien, qu'il n'est pas nécessaire pour être bon orateur de connaître la vérité sur la justice et la bonté des choses et des hommes, et de savoir si ces qualités sont naturelles ou acquises. Dans les tribunaux, en effet, on ne s'inquiète pas le moins du monde de dire la vérité, mais de persuader, et la persuasion relève de la vraisemblance. C'est à la vraisemblance que l'on doit s'appliquer si l'on veut parler avec art. Il y a même des cas où il faut se garder d'exposer les faits comme ils se sont passés. C'est quand ils sont contraires à la vraisemblance. Il faut alors les réduire au vraisemblable, aussi bien dans la défense que dans l'attaque. Enfin, en général, l'orateur doit s'attacher au vraisemblable et envoyer promener le vrai. La vraisemblance, soutenue d'un bout à l'autre du discours, voilà ce qui constitue tout l'art oratoire. Phèdre. C'est bien cela, Socrate, tu as rapporté exactement ce que disent ceux qui se donnent pour les maîtres de l'art oratoire. Je me rappelle en effet que nous avons brièvement touché ce point et qu'il est de première importance pour ceux qui s'occupent de ces matières. Socrate. Mais à coup sûr, tu as pratiqué Thésias lui-même avec une attention minutieuse. Que Thésias nous dise donc encore si par le vraisemblable, il entend autre chose que ce qui semble vrai à la multitude. Pourrait-il entendre autre chose ? Ayant découvert, semble-t-il, cette ingénieuse règle de l'art, il a écrit que si un homme faible et courageux est traduit en justice pour avoir combattu un homme fort et lâche et lui avoir enlevé son manteau ou quelque autre objet, ni l'un ni l'autre ne doit dire la vérité. Mais que le lâche doit affirmer que le brave n'était pas seul à le battre, et le brave essayer de prouver qu'ils étaient tous deux seuls et recourir à un argument comme celui-ci, comment moi, si faible, aurais-je attaqué un homme si fort ? De son côté, l'autre, loin d'avouer sa lâcheté, essaiera quelque autre mensonge qui peut-être fournira à son adversaire l'occasion de le confondre. Tout le reste est du même acabit, et voilà ce qu'ils appellent parler avec art. N'est-ce pas vrai, Phèdre ? Si. Ah, c'est paraît-il un art merveilleusement caché qu'a découvert Thésias ou un autre, quel qu'il puisse être, et quel que soit le nom qui se pique de porter. Mais, mon camarade, ne dirons-nous pas à cet homme ? Point de suspension. Quoi ? Ceci. Bien avant ton entrée en scène, Thésias, nous disions justement que cette vraisemblance s'impose à la foule, précisément par sa ressemblance à la vérité, et nous faisions voir tout à l'heure que c'est quand on possède la vérité qu'on sait le mieux découvrir ses ressemblances en toutes circonstances. Si donc tu as quelque autre chose à dire sur l'art oratoire, nous t'écouterons volontiers. Sinon, nous nous en tiendrons au principe que nous avons posé, que si l'on n'a pas fait un dénombrement exact des caractères des auditeurs, si l'on n'a pas divisé les choses en espèces, et si l'on n'est pas capable de ramener chaque idée particulière à une idée générale, on n'atteindra jamais la perfection de l'art oratoire dans la mesure où elle est accessible à l'homme. Mais cette perfection, on ne saurait l'acquérir sans un immense labeur. Et si le sage en assume la peine, ce ne sera pas pour parler aux hommes et traiter avec eux,
mais pour se mettre en état, autant qu'il dépend de lui, de plaire aux dieux par ses paroles, et de leur plaire en toute sa conduite. Car un homme de sens ne doit pas, Tisias, c'est l'opinion de gens plus sages que nous, s'étudier à plaire à ses compagnons d'esclavage, sinon en passant, mais à de bons et nobles maîtres. Aussi tu ne dois pas t'étonner si le circuit est long. Au rebours de ce que tu crois, c'est en vue d'un but sublime qu'il faut faire ces détours. D'ailleurs, comme notre discussion l'a fait voir, c'est de cette manière qu'on atteindra le mieux, si on le veut, le but que tu proposes. C'est parfait, Socrate, à condition qu'on puisse atteindre ce but. Quand on poursuit les belles choses, il est beau d'affronter toutes les souffrances possibles. Certainement. En voilà assez sur l'art et le défaut d'art des discours. Soit. Il nous reste à examiner la convenance ou l'inconvenance qu'il peut y avoir à écrire et la manière de le faire suivant ou contre la décence, n'est-ce pas? Oui. Sais-tu, à propos des discours, quelle est la manière de faire ou de parler qui est la plus agréable aux dieux? Pas du tout, et toi? Je puis te rapporter une tradition des anciens. Les anciens connaissent la vérité. Si nous pouvions la trouver par nous-mêmes, est-ce que nous nous préoccuperions encore des opinions des hommes? Phèdre, plaisante question, mais rapporte ta tradition. Socrate. J'ai donc ouï dire qu'il y avait près de Naucratis en Égypte un des anciens dieux de ce pays à qui les Égyptiens ont dédié l'oiseau qu'ils appellent Ibis. Ce daimon porte le nom de Teut. C'est lui qui inventa la numération et le calcul, la géométrie et l'astronomie, le tric-trac et les dés, et enfin l'écriture. Tammuz régnait alors sur toute la contrée, dans la grande ville de la Haute-Égypte que les Grecs nomment Thèbes l'égyptienne, comme ils appellent Amnon, le dieu roi Tammuz. Teut vint trouver le roi. Il lui montra les arts qu'il avait inventés et lui dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi demanda à quel usage chacun pouvait servir. Le dieu le lui expliqua, et selon qu'il lui paraissait avoir tort ou raison, le roi le blâmait ou le louait. On dit que Tammuz fit à Teut beaucoup d'observations pour ou contre chaque art. Il serait trop long de les relever. Mais quand on en vint à l'écriture, l'enseignement de l'écriture, ô roi, dit Teut, accroîtra la science et la mémoire des Égyptiens, car j'ai trouvé là le remède de l'oubli et de l'ignorance. Le roi répondit, ingénieux Teut, tel est capable de créer les arts, tel autre de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui doivent les mettre en usage. C'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues bénévolement une efficacité contraire à celle dont elle est capable. Car elle produira l'oubli dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire. Confiant dans l'écriture, c'est du dehors par des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond d'eux-mêmes, qu'ils chercheront à susciter leurs souvenirs. Tu as trouvé le moyen non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir. Et ce que tu vas procurer à tes disciples, c'est la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Car quand ils auront beaucoup lu sans apprendre, ils se croiront très savants, et ils ne seront le plus souvent que des ignorants de commerce incommode, parce qu'ils se croiront savants sans l'être. Phèdre. Il t'en coûte peu, Socrate, à faire des discours égyptiens. Tu en ferais, si tu voulais, de n'importe quel pays du monde. Socrate. Mon ami, les prêtres du temple de Zeus à Dodone ont affirmé que c'est d'un chêne que sortirent les premières divinations. Les gens de ce temps-là, qui n'étaient pas savants comme vous, jeunes gens, écoutaient fort bien dans leur simplicité un chêne ou une pierre, si le chêne ou la pierre disait la vérité.
Mais toi, tu veux savoir sans doute le nom de l'orateur et son pays d'origine. Et tu ne te contentes pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Phèdre. Tu as raison de me reprendre, et je me range sur l'écriture à l'avis du Thébain.